Vous voulez que cela reste lent, saignant, mais pas trop intense, car à ce rythme, les Ukrainiens pourraient continuer à s'armer. Les Américains et les Européens pourraient envoyer ce qu'ils voulaient. Donc c'était une bonne situation. C'est pourquoi ils veulent aussi une impasse sur la ligne de front. Gardez-le saignant. C'était aussi mon hypothèse. Tant que vous pouvez maintenir le saignement sans que les lignes de front bougent, c'est une bonne guerre, comme Stoltenberg et tous les néocons s'y réfèrent. Mais bien sûr, s'il y a une énorme conquête territoriale vers l'ouest de l'Ukraine, cela pourrait aussi être un piège pour les Russes. Bonjour à tous. Ici Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagné par le Dr Glenn Diesen, professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège et rédacteur en chef adjoint de la revue Russia in Global Affairs. Ses recherches portent sur la politique étrangère russe et l'économie politique. La plupart d'entre vous le connaissent bien, car il participe également à de nombreux autres podcasts avec Alexander Mercouris, interviewant John Mearsheimer et Lena Petrova. Glenn a beaucoup de choses très sensées à dire. Aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose d'un peu spécial. Nous voulons réfléchir à « et si », ce que nous ne faisons pas habituellement. J'ai regardé un de ses récents podcasts avec John Mearsheimer et Alex Mercouris. Ils discutaient du développement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et de la façon dont cela se passe très mal en ce moment pour les Ukrainiens. Il est tout aussi insensé de continuer à suivre l'ancien récit UWeb-OTAN, selon lequel, vous savez, d'abord la Russie échoue, puis c'est une impasse. Et il m'est venu à l'esprit, et si les néoconservateurs aux États-Unis étaient en fait sur la même longueur d'onde que nous? Je veux exposer cela pendant juste une seconde. Glenn, avant de te passer le micro, que savons-nous maintenant des néoconservateurs? Nous savons qu'ils forment un cercle assez restreint d'élites aux États-Unis, responsables de la prise de décision au sein du Parti démocrate, mais aussi chez les républicains. Ils sont assez petits, et les Obama, les Clinton, les Pelosi, nous savons qu'ils sont incroyablement puissants parce qu'ils sont capables de se débarrasser même d'un candidat présidentiel en exercice. Nous savons que ces personnes occupent les plus hautes fonctions et ont accès aux meilleures informations que l'Empire peut acheter. Ils font des erreurs, mais ils passent par des essais et des erreurs. La guerre du Vietnam, en ce sens, n'est qu'une erreur. Ce n'est pas terminal. Aucune guerre que les États-Unis ont jamais perdue n'est terminale, parce que le véritable perdant de la guerre du Vietnam était le Sud-Vietnam. Vous n'avez pas gagné en Afghanistan, où vous êtes parti après 20 ans, mais ensuite, vous continuez encore et encore. Nous savons que des millions de morts ne sont pas un problème pour eux, parce que, rappelons-nous, Madeleine Albright a dit que cela en valait la peine, n'est-ce pas? Donc, c'est un état d'esprit très bizarre. Et si, en fait, ces personnes étaient sur la même longueur d'onde que nous? Glenn, tout d'abord, bienvenue à nouveau. Quelles sont vos pensées? Oh, c'est bon de te revoir. C'est une grande question de savoir ce qui se passe à Washington en ce moment. C'est un casse-tête. Et c'est intéressant parce que dans la plupart des recherches, on cherche des casse-têtes. Dans ce cas, il devient clair, d'après les faits disponibles, que la guerre a évidemment été perdue. Cela va de mal en pis et on peut le mesurer de différentes manières. Nous pouvons entrer dans les détails sur les raisons pour lesquelles cela se détériore si rapidement. Mais il serait sûrement dans l'intérêt de Washington de mettre fin à cela et de commencer des négociations. Pourtant, ce que nous entendons souvent, c'est cela.
L'Ukraine peut encore gagner, ou elle est en train de gagner, ou la situation peut être renversée si nous avons juste un peu plus de temps. Quelque chose peut se produire. Mais parfois, bien sûr, beaucoup adhèrent à cette propagande. En effet, chaque fois que l'on parle à des personnes qui ont un pied à Washington, elles confirment cela également. Beaucoup de gens ne sont soit pas informés, soit ils adhèrent simplement au récit qu'ils ont eux-mêmes construit. Mais au-delà de cela, il est également important de noter que l'utilité de strength rationnelle, comme Vitswana voir ce qui se passe, elle voit la destruction de l'armée ukrainienne. Et tout ce récit dont il parle depuis 2 ans et demi, c'est que pour une très petite somme d'argent, nous pouvons décimer l'armée russe. Cela signifie tuer des Russes, détruire leur équipement et saper leur économie, le tout sans combattre avec des Américains. Donc il n'y a pratiquement aucun inconvénient à cette guerre. Comme vous l'avez dit, évidemment, les Ukrainiens morts ne sont pas très hauts sur leur liste de priorités en termes de préoccupation. Donc, cela soulève la question de savoir s'il y a un intérêt à maintenir cette guerre. Souvent, nous supposons qu'il y a un intérêt à avoir de la stabilité et un retour à la paix. Mais pourquoi? Pourquoi? Beaucoup des modèles que nous avons vus au cours des 20 dernières années ne l'ont pas favorisé. Ils savaient que la guerre était perdue en Afghanistan, comme nous l'avons appris des Afghanistan Papers. Mais ils ont fait la même chose qu'ils font en Ukraine. Ils continuent de dire « nous gagnons », jusqu'à ce qu'ils s'enfuient. C'est la même chose en Irak. Certaines personnes en coulisses savent ce qui se passe. Elles peuvent voir cela. Il est intéressant de noter que cela ne semble pas affecter la politique, ce qui pose alors la question, s'il y a une certaine réflexion rationnelle ici, quel est l'intérêt réel? Précisément. Et quel est l'intérêt alors que les réalités sur le champ de bataille évoluent? Parce que nous sommes les masses propagandisées, n'est-ce pas? Une chose que nous avons apprise, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance à une seule chose qui vient de ces journaux. Beaucoup de ces journaux sont remplis soit de déchets sans importance, soit de désinformation destinée à nous faire croire que quelque chose se passe alors que ce n'est pas le cas. D'un autre côté, nous savons aussi que certaines personnes ont accès à des renseignements extrêmement bons. L'objectif au début de cette guerre était évidemment de briser l'échine de la Russie, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'OTAN n'a pas réagi aux 2 projets de traité qui leur ont été envoyés en décembre 2021. Ils n'ont pas accepté l'offre de la Russie de rendre l'Ukraine neutre. Pire encore, lorsque la Russie a effectivement envahi avec trop peu de troupes pour en faire une véritable invasion, la stratégie russe était de forcer les Ukrainiens à la table des négociations. Ils étaient presque sur le point de signer. Puis l'Occident est intervenu et a dit « il n'y a pas de neutralité. Vous devez vous battre. » Et l'Ukraine l'a fait. Nous avons imposé des sanctions et ainsi de suite en disant que nous allions vous briser le dos. Cela ne s'est pas produit. Et puis, toute l'affaire s'est transformée en une guerre d'usure. L'objectif russe était, comme beaucoup, y compris Alexander Mercouri, l'ont dit très tôt, de ne plus être une question de territoire. Il s'agissait de démilitariser l'Ukraine et l'OTAN par les combats là-bas. Ils ont réussi cela. Mais maintenant, nous sommes à un point où la Russie est sur le point de gagner dans le sens de pouvoir expulser les forces ukrainiennes de ce territoire. Donc, si vous étiez un néocon et conscient de tout cela, et que vous ne croyez pas à la propagande, quelle serait la prochaine étape logique? What would be the next logical step? Nous avons entendu Hillary Clinton, qui a dit que nous pourrions transformer l'Ukraine en l'Afghanistan de l'Europe, une horrible guerre de guérilla de 20 ans.
Cela obligerait les Russes à occuper le territoire et à continuer de se battre, perdant des hommes petit à petit, même si les Ukrainiens en perdent davantage. Ne pensez-vous pas qu'il y a un danger sérieux que, tout comme la Russie a été incitée à une invasion à grande échelle en février 2022, elle soit maintenant incitée à croire qu'elle est en train de gagner, alors qu'en fait, les néoconservateurs veulent lui faire avaler une pilule empoisonnée. C'est une bonne question de savoir si ce serait dans l'intérêt des États-Unis, dans une certaine mesure, qu'ils franchissent réellement la ligne. Parce que, vous savez, eh bien, pour revenir à 2014, lorsque les pays de l'OTAN ont renversé le gouvernement en Ukraine, à ce moment-là, Poutine a pris la décision de reprendre la Crimée. Mais beaucoup d'autres en Russie, les nationalistes et tout, exerçaient beaucoup de pression. Alors vous savez, qu'en est-il du Donbass, de toutes ces régions, qui seront évidemment tentées d'être dérussifiées et détruites, enfin otanisées si vous voulez. Nous devrions y aller aussi pour les libérer, comme il le dirait. Maintenant, la principale raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait était évidemment parce que vous savez où s'arrêter si vous prenez directement le Donbass. Qu'en est-il de Zaporozhye? Vont-ils être laissés de côté? Il n'y a pas de point de coupure naturel. Plus vous allez vers l'ouest, plus l'hostilité locale que les Russes rencontreront sera grande. Évidemment, en Crimée, ils sont accueillis avec des fleurs. Dans le Donbass, ils ont aussi beaucoup de soutien, suffisamment au moins pour établir des gouvernements locaux favorables à la Russie, avec beaucoup de sympathie dans la population. Mais plus vous allez vers l'ouest, une fois que vous atteignez les parties occidentales de l'Ukraine, ils ne peuvent pas trouver une seule personne qui les veuille là-bas. Donc, vous avez plus de perspectives de guerre de guérilla, et cela empire. C'est pourquoi Poutine voulait se limiter à la Crimée, parce que c'est une péninsule. Il est clair où vous voulez délimiter la géographie. De plus, c'est la base navale clé pour les Russes dans la mer Noire. C'est le grand prix. C'est ce que les Américains veulent vraiment. C'est pourquoi la Crimée est si importante pour expulser les Russes de la mer Noire. Dans une large mesure, c'est aussi ce dont il s'agit dans cette guerre. Pour les Russes, ils ont un intérêt à rester là où ils sont maintenant. Historiquement, de Kharkov à Odessa, cela est un territoire russe, explorer la culture et les Russes ethniques. Tout d'abord, ils ont vu non. Au moins, leur population se voit comme ayant, en quelque sorte, un mandat pour protéger cette région. Mais c'est aussi une région très importante en termes de ressources. C'est là que se trouve l'énergie. C'est là que se trouvent les ressources naturelles comme le lithium, dont les Européens prennent de plus en plus conscience, sinon en parlent ouvertement. C'est là que se trouve le sol noir fertile pour l'agriculture, l'industrie lourde, et bien sûr, toute la côte de la mer Noire de l'Ukraine. Donc tous les butins de guerre, si vous voulez, se trouvent dans cette zone. Mais s'il n'y a pas de paix, et que les Russes dépassent le Dniepr, ils se retrouveraient dans des territoires très hostiles et de peu d'importance. Et je pense que plutôt que d'accepter une paix où la Russie maintient une présence dans les parties historiques de la Russie à l'est de l'Ukraine, la question est de savoir s'il est dans l'intérêt supérieur des États-Unis d'avoir une guerre perpétuelle. Si les Russes se retrouvent dans la partie occidentale de l'Ukraine, il pourrait être plus dans l'intérêt des États-Unis de les y maintenir embourbés. Vous avez cité Hillary Clinton, et il est important de noter que cela n'est pas récent. Lors des accords de paix d'Istanbul, lorsque les Ukrainiens et les Russes étaient proches d'un accord de paix, les Américains et les Britanniques sont venus et l'ont saboté.
À ce moment-là, Hillary Clinton donnait des interviews et disait qu'un consensus se formait à Washington selon lequel le meilleur modèle était le modèle afghan. En d'autres termes, piéger les Russes dans un bourbier immense, drainant leur énergie, leur sang, leur équipement et leur argent, et au fil du temps, les affaiblir sévèrement. On peut se demander pourquoi les Européens accepteraient cela. Étant donné que ça créerait un Afghanistan au milieu de leur propre continent, ce qui affecterait évidemment leur force économique, leur pertinence politique et leur sécurité. Il est clair que cela finirait très mal pour l'Europe. Mais de toute façon, cela correspond au modèle de pourquoi vous prolongeriez le conflit en Ukraine orientale au lieu de chercher la paix. Les dirigeants américains ne cessent de nous dire encore et encore que c'est une bonne guerre avec de grandes opportunités, mais nous ne semblons pas écouter. Je ne veux pas m'étendre trop longtemps, mais vous devriez lire la proposition de paix de Pompeo. Elle était dans le Wall Street Journal il y a quelques jours. Essentiellement, elle suggère que notre plan de paix devrait inclure un prêt-bail de 500 milliards de dollars pour l'Ukraine. Cela fait partie du plan de paix, soit dit en passant. C'est significatif parce que les États-Unis peuvent vendre beaucoup d'armes, non seulement aux Ukrainiens, mais aussi au reste de l'Europe. Cela aidera les États-Unis à renforcer leur base industrielle militaire et leur capacité à produire des armes. Non seulement les fabricants d'armes se portent bien, mais avec ce prêt-bail, les Ukrainiens doivent également payer avec leurs ressources. Toutes ces armes, bien sûr, vont affaiblir un rival stratégique qui est la Russie. En perpétuant cette guerre, l'OTAN sera revitalisée. Pompeo a également mentionné un nouveau but pour l'OTAN. Enfin, bien que cela n'ait pas été explicitement déclaré, il est implicite que tant que cette guerre continue, non seulement les Ukrainiens, mais aussi les Européens resteront très loyaux et obéissants. Cela est avantageux en période de rivalité économique avec des pays comme la Chine. Vous ne voulez pas que les pays diversifient leurs partenariats économiques et commercent avec les Chinois, surtout dans les industries stratégiques où les États-Unis sont en concurrence. Donc il y a de nombreux avantages à maintenir cette guerre. Pourquoi l'arrêteriez-vous? Précisément. Et c'est là où je suis inquiet. Il y a beaucoup de discussions dans certains coins d'Internet disant que la guerre va se terminer parce que la Russie est en train de gagner. J'ai entendu cela, en fait. J'étais sur l'un des épisodes de Crosstalk sur RT. Et en coulisses, quand nous avions terminé, le modérateur Peter, quelque chose, j'ai oublié son nom de famille, quand les caméras se sont éteintes, il a dit « Oh messieurs, n'est-ce pas formidable d'être du bon côté de l'histoire ?» Et je me suis dit « Eh bien, il faut être prudent. Ce genre de triomphalisme peut vous causer de très gros ennuis si vous, en tant que pays, commencez à croire que maintenant nous avons terminé. Il y a toutes ces raisons pour les Américains et pour l'OTAN d'utiliser cette situation parce que, pour eux, l'Ukraine n'a pas d'importance. Que ce soit un demi-million de morts ukrainiens, 1 million, 2 millions ou 10 millions, tant qu'il y a des Ukrainiens qui peuvent mourir et qu'ils ne peuvent rien faire, alors ils enverront ces personnes, n'est-ce pas? Ou ils utiliseront le chaos qui en résulterait pour atteindre leurs objectifs. Il y a aussi ce récit erroné selon lequel la dette de 35 000 milliards de dollars est si horrible. Cette dette est une dette en dollars américains, ce qui signifie qu'elle fait partie de l'économie américaine. La dette de 35 000 milliards de dollars américains est en réalité 35 000 milliards d'actifs en dollars américains pour l'économie du dollar. Toutes les armes achetées sont achetées en dollars américains et elles soutiennent, évidemment, l'économie américaine. L'économie américaine est en plein essor
et le complexe militaro-industriel prospère. Cela présente de nombreux avantages pour les États-Unis. Comme vous l'avez dit, il y a de très bons arguments en faveur de la continuation de cette situation. La question est de savoir s'ils peuvent obliger les Européens et surtout les Ukrainiens à les suivre. S'ils le font, parce qu'il n'y a pas d'autres options disponibles, ils pourraient forcer les Russes à traverser le Dniepr, à continuer de tirer des armes et même à cibler Belgorod. Cela pousserait les Russes à utiliser de plus en plus de leurs forces. N'y a-t-il pas un danger sérieux que cela devienne finalement un piège pour les Russes? Eh bien, ils devraient certainement être prudents quant à la perspective d'être attirés dans quelque chose. Je me souviens être allé en Russie plusieurs fois en 2022 et c'était un sentiment commun. Lorsqu'ils sont entrés en Ukraine en février 2022, leur objectif principal était de montrer une force militaire extrême et de se précipiter. Le premier jour de l'invasion, ils ont contacté Zelensky pour entamer des négociations parce qu'ils n'avaient jamais obtenu l'accord de Minsk. Nos médias ne nous disent jamais que le troisième jour, Zelensky et Poutine ont convenu de commencer des négociations. C'était certainement le but. Ils avaient supposé que les Américains ou l'Occident ne voulaient pas un énorme conflit avec la Russie. Mais c'est là qu'ils se sont trompés. Et cela a été prouvé. Les Israéliens, les Turcs, tous les médiateurs, les républicains, le côté russe et le côté ukrainien ont tous confirmé que les Américains ont délibérément poussé à saboter ou annuler cet accord de paix entier. Donc les Russes pensaient qu'ils avaient été dupés dans cette affaire. Maintenant, ils sont dans une guerre perpétuelle qui épuisera progressivement la Russie. Et c'est aussi pourquoi il était important pour la Russie d'augmenter la guerre à une grande échelle. C'est si intense parce que les Russes peuvent intensifier leurs efforts. Dans une guerre d'usure, lorsque les Ukrainiens sont épuisés, ils pourraient remplacer 100 à 200 soldats par jour. Mais maintenant, avec des pertes entre 1000 et 2000, ils ne peuvent pas suivre. L'OTAN ne peut pas produire suffisamment d'armement et les Ukrainiens ne peuvent pas mobiliser assez de personnes. Cette intensification est le seul moyen pour la Russie de gagner. Cela semble grotesque, mais c'est la guerre dans laquelle nous sommes. Nous avons dit aux Russes, voici une guerre. Soit vous capitulez, ce qui signifie que vous vous retirez et que l'OTAN interviendra, soit nous continuerons indéfiniment. C'est pourquoi nous n'avons pas de négociations ou de diplomatie. Et nous savons que l'OTAN n'est pas disposée à intervenir elle-même. Donc, ils ne sont pas si suicidaires. Mais si j'étais un néocon confronté à cette situation, mon calcul stratégique serait de dire aux Ukrainiens, « Ok les gars, vous avez mené une guerre symétrique jusqu'à présent. Une armée plus petite contre une armée plus grande, d'accord, mais c'était symétrique sur le champ de bataille. Changeons cela. Nous allons la rendre asymétrique. Vous vous retirez. Vous formez des guérillas. Vous commencez ces attaques ponctuelles une fois que les Russes arrivent. Vous les forcez à prendre Kiev. Les civils ne sont qu'une autre forme de combattants potentiels dans cette guerre. Nous allons organiser ce genre de défense civile dans la clandestinité, ce qui est complètement contraire à toutes les lois humanitaires, parce que cela éradiquerait la barrière entre les civils et le personnel militaire. Mais cela pourrait être envisagé. Non, transformer tout faire pour la Russie à occuper. Et c'est aussi le dilemme pour la Russie. S'ils veulent vaincre l'Ukraine, ils doivent continuer à avancer. Mais comme ils l'ont découvert lorsqu'ils sont entrés dans des endroits comme Kherson ou Zaporizhia, gérer ces régions nécessite une logistique adéquate et une coopération locale. Pourquoi les habitants locaux soutiendraient-ils une occupation si vous prévoyez de partir plus tard? C'était un argument fort en Russie
pour annexer ces zones. En les déclarant territoires russes, ils pouvaient toujours les défendre, ce qui facilitait le recrutement d'un gouvernement local pour travailler pour eux. Cependant, plus ils prennent de territoire, moins tout accord de paix sera attractif pour les Ukrainiens. Et c'est un peu comme la peur initiale de la Russie. Plus ils vont vers l'ouest, plus ils seront enfermés, et plus il sera difficile de créer un nouveau statu quo acceptable. Donc je pense que vous avez probablement raison de dire que cette hubris d'avoir vaincu l'Ukraine nécessite une réflexion sur ce à quoi la paix devrait ressembler. La Russie s'est liée en annexant ce territoire, donc il y a certaines choses sur lesquelles elle ne peut plus négocier. C'est pourquoi je veux revenir à 2022 avec l'accord d'Istanbul. Tout le monde a confirmé que la Russie était prête à négocier. Même les négociateurs ukrainiens ont confirmé que les Russes étaient prêts à négocier sur tout. Ils étaient prêts à retirer toutes leurs troupes là où elles se trouvaient avant l'invasion. La seule chose dont ils avaient besoin était de rétablir la neutralité, mais ils n'ont pas pu l'obtenir. En conséquence, c'est maintenant devenu un conflit territorial. Cela est également avantageux pour l'OTAN, car maintenant, l'OTAN peut dire « Écoutez, nous ne pouvons pas avoir de négociations car cela implique de céder le territoire ukrainien. » Les négociations ont changé. Ce n'est plus ce que c'était. Nous avions les accords de Minsk et les négociations en 2021. Nous avions l'accord d'Istanbul. La cession de territoire n'a jamais fait partie de ces négociations. Mais maintenant, après 2 ans, nous pouvons dire que les changements territoriaux sont inacceptables. Donc, nous ne pouvons plus accepter la paix. Mais n'est-ce pas? Oui, je veux dire. Je suis complètement d'accord. Si les Russes gagnent la guerre, c'est une chose. Mais gagner la paix en est une autre. Ils doivent s'assurer qu'ils peuvent coexister avec les Ukrainiens, n'est-ce pas? En un sens, les Russes se sont aussi enfermés eux-mêmes parce qu'ils ont été très clairs. Nous ne négocierons que tout en menant la guerre. Nous n'allons pas vous accorder de cessez-le-feu parce que nous savons que vous voulez l'utiliser pour reconstituer vos forces. Donc, c'est ce que nous avons fait il y a 2 ans. Nous n'allons pas le faire cette fois-ci. Mais cela signifie aussi qu'ils doivent continuer à se battre, n'est-ce pas? Donc, si demain ces lignes se brisent, ou si les Ukrainiens se retirent massivement, que feraient les Russes? Ce serait un problème, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, vous pouvez y aller avec vos chars, mais vous allez vous perdre dans ce vaste territoire. Je suis sûr que les stratèges russes ont dû réfléchir à cela. Je ne saurais tout simplement pas quoi faire dans une telle situation. Oui, c'est un inconvénient car la guerre est devenue un conflit territorial également. C'est aussi un énorme problème pour la Russie. Lorsqu'ils ont fixé les objectifs de la guerre, ils ont mentionné la dénazification comme l'un d'eux. Cela signifie expulser beaucoup de groupes d'extrême droite et d'individus avec des idéologies fascistes. Ces groupes avaient une influence significative dans le gouvernement, en partie parce que les Américains les ont aidés à s'y installer pour s'assurer qu'ils avaient un pouvoir de veto, empêchant tout accord de paix. En effet, c'est l'une des raisons pour lesquelles Zelensky ne poursuit pas la paix. L'idée est que l'Ukraine a besoin d'un autre gouvernement. Cependant, ce n'est toujours pas impossible. Si les choses vont de mal en pis, Zelensky pourrait tenir bon et continuer à sembler ne faire que suivre les ordres de Washington. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans l'armée ukrainienne que Zelensky ne se contente pas de mener des guerres de relations publiques, mais qu'il soit aussi un peu trop obéissant envers les Américains. Il pourrait y avoir une réaction où l'armée pourrait mettre quelqu'un d'autre en place. Les Russes n'ont pas nécessairement besoin de quelqu'un de pro-russe, mais ils ont besoin de quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Ce sont 2 choses différentes.
C'est encore possible, mais à mesure que la guerre progresse, les chances de paix diminuent. Vous ne pouvez pas simplement écraser quelqu'un et ensuite vous attendre à avoir un arrangement de paix acceptable pour les deux parties. L'idée que la Russie veut conquérir toute l'Ukraine a été centrale dans la propagande occidentale et notre récit de guerre. Mais c'est, bien sûr, faux. Néanmoins, c'est exactement ce que la Russie ne voudrait pas. Aller en Ukraine occidentale serait un désastre complet. Au moins maintenant, il y a beaucoup de gens en Ukraine occidentale qui, si vous écoutez les protestations, ont leurs plaintes. Ils demandent « Pourquoi envoyons-nous tous nos jeunes hommes mourir dans l'est de l'Ukraine? Ils ne parlent pas ukrainien. Ils ne sont pas comme nous. » C'était l'une des grandes plaintes. Dans le Donbass, beaucoup de locaux donnaient les positions des Ukrainiens aux Russes. Alors ils disent « Pourquoi mourrons-nous pour ces gens? Ce sont des moscovites. Ils ne sont pas des nôtres. » Mais si les Russes amènent la guerre dans la partie occidentale, cela pourrait raviver le conflit également. Donc je pense que oui, l'hubris peut être une chose dangereuse. Ça l'a été pour nous, et ça le sera aussi pour les Russes. Je veux dire, le meilleur scénario est que l'Ukraine gagne plus d'autonomie dans ce jeu entier. Du moins pour le moment, il semble qu'une bonne partie du processus politique ukrainien soit largement capturée, soit par l'influence étrangère, soit par l'influence nationaliste d'extrême droite du type Azov, qui continue de pousser pour plus de guerre. Mais c'est là que l'extrême droite coïncide avec beaucoup des intérêts des États-Unis. C'est pourquoi nous voyons la coopération. Ils poussent en fait dans la même direction. Ce sont les faucons qui coopèrent, même au risque de détruire toute la nation. Nous sommes proches de ce moment en Ukraine. Mais encore une fois, ces gens pensent que cela en vaut la peine pour deux raisons différentes. Mais ils pensent que cela en vaut la peine. Et s'ils continuent de penser cela, alors la prochaine étape naturelle ne serait-elle pas d'accepter cette réalité et de la transformer en guerre de guérilla? Tant qu'ils ont des frontières ouvertes et parviennent à faire passer suffisamment d'armes et d'argent, même si les Russes sont nominalement en charge de Kiev, il n'y a aucun moyen d'empêcher cela. Vous ne pouvez même pas empêcher les armes d'entrer à Gaza. Il est insensé de penser à quel point le contrôle territorial complet est presque impossible à affirmer, même si vous êtes Israël contre Gaza. Ainsi, les Ukrainiens, même sous occupation russe, pourraient en fait saigner la Russie à blanc. Oui, et c'est pourquoi il pourrait être dans leur intérêt d'intensifier la guerre en attirant les Russes en Ukraine occidentale. Gardez à l'esprit qu'en ce moment, il y a beaucoup de résistance qui émerge en Ukraine et qui veut trouver un accord. Un excellent exemple est Alexei Arestovitch, qui était un ancien conseiller de Zelensky. Il a perdu son emploi lorsqu'il a souligné le fait que certains des missiles intercepteurs que l'Ukraine avait lancés sur la Russie avaient atterri sur des immeubles d'habitation. C'est à ce moment-là qu'il a perdu son emploi. Quoi qu'il en soit, mon point est qu'il soutient maintenant qu'il devrait reconnaître la réalité et ne pas simplement continuer à envoyer des hommes mourir dans cette guerre ingagnable. Ce qui est notable à son sujet pour les Russes, c'est qu'il n'est en aucun cas pro-russe, mais il est pro-réalité. Il dit, écoutez, si j'étais en Russie, si je conseillais les Russes, je leur conseillerais de faire exactement ce qu'ils font. Avoir une Ukraine qui accueille l'OTAN sur son territoire est une menace inacceptable pour les Russes. Ils veilleront à leur propre sécurité, et cela signifie marteler l'Ukraine. Il aborde cette réalité non pas pour encourager les Russes, comme nous pourrions le diaboliser en Occident, mais simplement pour formuler une bonne politique. Il dit, écoutez, nous devons prendre du recul par rapport à cela, parce que nous incitons les Russes à faire ce qu'ils font maintenant. Nous devons trouver un accord de paix,
et nous éloigner de cela. Encore une fois, c'est une personne avec laquelle les Russes pourraient travailler. Je ne plaide pas en faveur d'Arestovitch parce que c'est un opportuniste, mais c'est le genre de personne avec laquelle il pourrait vouloir s'engager. Quelqu'un qui s'occuperait des intérêts nationaux au lieu de simplement poursuivre le conflit. Il est très difficile de me convaincre que tout cela est dans l'intérêt de l'Ukraine. Mais l'est-il vraiment? C'est la question. Nous savons que l'Occident n'est peut-être pas excellent dans la fabrication d'armes, mais il est maître dans la fabrication de récits. Une partie de la structure narrative que l'Occident a maîtrisée est l'opposition contrôlée et les contre-récits contrôlés. Arestovitch est libre en Ukraine, disant toutes ces choses, et il n'est pas en prison. Il ne fait pas partie des personnes contre lesquelles Zelensky se bat vraiment. Nous voyons cela dans d'autres théâtres également, comme le conflit en cours à Gaza au cours des 6 derniers mois. Il y a ce contre-récit contrôlé, selon lequel nous sommes proches d'un accord de paix négocié. Nous sommes proches d'un accord de paix. Oh, Blinken est encore là. Oh, nous travaillons pour la paix. Et nous savons que c'est un non-sens total. C'est juste de la fiction pour faire croire aux gens pendant encore quelques semaines que d'accord, nous avons une guerre, mais au moins quelqu'un travaille pour la paix. Et Arestovitch et d'autres sont les mêmes en Ukraine envers le peuple ukrainien. Ils font simplement partie du système conçu pour maintenir toute la tragédie en faveur de ces néocons lunatiques et assoiffés de sang. Oui, eh bien, évidemment en Israël, c'est très correct. Il est plus facile de prétendre que vous travaillez pour la paix plutôt que de dire au public d'arrêter de se plaindre tout en commettant un génocide. Étant donné que c'est aussi un génocide américain, il est plus facile de prétendre que vous essayez de les restreindre, tant que cela ne signifie pas envoyer moins d'armes. Je ne vais pas écarter la possibilité d'une opposition contrôlée. Mais le sentiment que cette guerre ne va pas dans notre sens et que nous devons trouver un autre chemin pourrait être exprimé par une certaine opposition maintenant. C'est pourquoi je pense que, si vous êtes aux États-Unis, que feriez-vous pour le contrer? Comment essayeriez-vous d'empêcher cette paix de se réaliser? Gardez à l'esprit qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Lorsque Poroshenko a été élu en Ukraine, le Parlement a voté pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Ensuite, des groupes fascistes soutenus par les Américains ont engagé suffisamment de violence pour que le Parlement revienne sur sa décision, donc ils ne l'ont pas mis en œuvre. La même chose s'est produite avec Zelensky. Il a gagné sur une plateforme de paix en 2019. Mais ensuite, que s'est-il passé? Les mêmes groupes fascistes, soutenus par les États-Unis, ont commencé à le menacer jusqu'à ce qu'il change également de position. Alors qu'est-ce qui pourrait empêcher la paix? Pourquoi serait-ce dans l'intérêt des États-Unis si nous les reconnaissons comme l'acteur principal? Et je pense que si vous voulez comprendre une partie de la pensée aux États-Unis, vous devriez consulter le rapport de Rand de 2019. Je conseillerais à tout le monde de le lire. Il est intitulé « Extending Russia ». Rand est un groupe de réflexion connu pour ses liens avec les agences de renseignement. Ils ont rédigé ce rapport en coopération avec une branche de l'armée américaine. Le but principal était d'épuiser la Russie. Il fait 300 pages et décrit tout ce qui a été fait depuis. L'un des points clés est d'empêcher l'exportation des ressources naturelles. Alors, ils ont mentionné Nord Stream à plusieurs reprises. Ils disent que nous devons saper la légitimité du gouvernement russe, tant au niveau national qu'international. Ils ont mentionné des personnes à l'intérieur de la Russie qui pourraient aider, comme Navalny. Ils ont également parlé de nouveaux systèmes d'armes. Oui, cela exacerbe les tensions et réduit la sécurité,
mais cela épuise les ressources russes. Ils ont suggéré d'alimenter le conflit en Syrie pour épuiser davantage la Russie. Ils ont également mentionné un changement de régime en Biélorussie, ce qui a presque eu lieu l'année suivante. De plus, ils ont parlé de déstabiliser le Caucase du Sud, en particulier la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Maintenant, le Premier ministre de Géorgie a averti que les Américains, par le biais de fausses ONG, essayent de renverser leur gouvernement pour créer un deuxième front contre les Russes. L'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient attrayants parce que la Russie essayait de maintenir de bonnes relations avec les deux. S'ils finissent par entrer en conflit, alors la Russie doit en choisir un au détriment de l'autre, ou ne rien faire et perdre sa crédibilité en matière de sécurité en Arménie, ce qui était important pour les gagner. Il visait également à diminuer l'influence de la Russie en Asie centrale et à réduire son influence en Moldavie. Ce que vous voyez maintenant au prix d'une énorme répression de l'opposition politique en faisant une petite mini-Ukraine. Et bien sûr, le grand enjeu était l'Ukraine. C'était tout l'objectif. Dans ce rapport, il suggère différentes tactiques. Tant que nous menaçons l'expansion de l'OTAN et continuons à envoyer des armes, c'est encore en 2019, donc 3 ans avant l'invasion de la Russie, cela saignera lentement les Russes. Ils perdront de la main-d'œuvre, ils perdront de l'argent, ils perdront leurs relations avec les Européens. C'est ce que vous voulez si vous faites partie des néocons aux États-Unis. Vous voulez que cela reste lent, saignant, mais pas trop intense. À ce rythme, les Ukrainiens pourraient continuer à s'armer, les Américains et les Européens pourraient envoyer ce qu'ils voulaient. Donc c'était une bonne situation pour eux. C'est pourquoi ils veulent aussi une impasse sur la ligne de front. Gardez-le saignant. C'est aussi mon hypothèse. Tant que vous pouvez maintenir le saignement sans que les lignes de front ne bougent, c'est une bonne guerre, comme Stoltenberg et tous les néocons s'y réfèrent. Mais bien sûr, s'il y a une énorme conquête territoriale vers l'ouest de l'Ukraine, cela pourrait aussi être un piège pour les Russes. Oui. Donc, vous savez, il y a un nouveau rapport de Rand, intitulé « La Commission sur la stratégie de défense nationale ». Dedans, ils exposent les leçons apprises. L'une des leçons est que nous ne sommes pas capables de produire suffisamment d'armes. Donc nous avons besoin de plus d'armes et de plus d'investissements. Oui, mais désolé, juste une chose. C'est le plan de paix de Pompeo, un demi-billion en prêt-bail. Les Ukrainiens doivent le rembourser par le biais des ressources nationales. Et les Européens, bien sûr, doivent garantir une partie de cela. Ensuite, vous utilisez tout cet argent pour stimuler la production militaro-industrielle de l'Amérique. Ils peuvent reconstruire ce qu'ils ont perdu, c'est-à-dire la grande capacité à produire des armes. Donc c'est le plan de paix. C'est une utilisation très exagérée du mot paix, bien sûr. Mais cela signifie que la Russie se trouve maintenant dans une position où elle doit accomplir quelque chose de presque impossible. Elle doit mener une guerre et déjouer les plans des États-Unis de continuer à combattre à travers l'Ukraine. La Russie doit trouver un moyen de détourner le processus politique des Américains à l'intérieur de l'Ukraine pour éviter de suivre cette voie. Ainsi, elle a besoin d'une stratégie de guerre pour apporter la paix à une population qui est fortement antagoniste. Je me demande comment cela peut être réalisé. En fin de compte, la guerre et la paix sont des processus politiques. Comment feriez-vous pour arracher l'Ukraine aux Américains? Sinon, ils pourraient simplement continuer à faire cela.
Oui, c'est un énorme problème parce que ce que la Russie demande est significatif. Ils exigent que l'Ukraine renonce à l'adhésion à l'OTAN et veulent également que l'adhésion de facto soit retirée de la table. Gardez à l'esprit qu'entre 2014 et 2022, l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN et cela aurait pu prendre beaucoup de temps avant qu'elle ne puisse rejoindre. Cependant, elle devenait un membre de facto de l'OTAN, comme l'ont dit de nombreux experts militaires. Ils construisaient des ports pour les navires de guerre américains et installaient des bases de la CIA pour mener des raids en Russie, le long des frontières russes. Ils le remplissaient de systèmes d'armes de l'OTAN, faisant de l'Ukraine un État membre de facto de l'OTAN. Selon un ancien chef de l'analyse de la Russie à la CIA et un ancien conseiller du président français, cela était évident en 2021. Ils ont souligné que les nouveaux accords entre l'OTAN et l'Ukraine, en particulier le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Ukraine de novembre 2021, ont convaincu la Russie que c'était un moment critique. La Russie croyait qu'il s'agissait d'un choix entre attaquer ou être attaqué. Ainsi, ils voyaient l'adhésion de facto à l'OTAN comme un problème important. Désolé, je m'égare. Mais mon point principal est qu'ils doivent également demander à l'Ukraine de se découpler de toute coopération en matière de sécurité avec l'Occident. C'est une demande énorme après que le pays a été dévasté, avec des centaines de milliers de blessés ou de morts à cause de l'invasion russe. Maintenant, ils doivent couper tous les liens de sécurité. Je pense que ce serait nécessaire pour la paix. De plus, je pense qu'ils nous ont pris pour des partenaires. Nous avons utilisé les Ukrainiens dans une large mesure. C'est une voie à suivre, mais il est très difficile de vendre cela au public ukrainien et au système politique ukrainien. Oui, il s'agit de vendre. Et les États-Unis sont des maîtres en la matière. Je pense que la Russie et la Chine ne s'approchent même pas de ce genre de pouvoir narratif. Donc, ce que vous devriez vendre, c'est l'idée que l'Occident vous a abusé et que vous aurez un meilleur avenir avec nous. Acceptez, déposez les armes et prospérons ensemble. Mais si cela se produit, dès le lendemain, les États-Unis imposeront toutes les sanctions contre la Russie à l'Ukraine. C'est à ce moment-là que nous saurons qu'ils ont vraiment perdu la guerre. Pour le moment, l'Occident n'a pas imposé de sanctions à l'Ukraine, parce qu'ils savent qu'elle fait maintenant partie de l'autre camp. C'est ainsi que ces gens pensent. C'est tout ou rien. Donc à moins qu'ils n'acceptent rien, ils pensent toujours qu'ils peuvent tout avoir. Oui, c'était une partie amusante en 2014 quand l'OTAN a dit « Oh, la Russie a annexé l'Ukraine ». Alors nous avons mis des sanctions, la Russie a annexé la Crimée. Et ils ont répondu en imposant des sanctions sévères à la Crimée, en fermant SWIFT en Crimée. Ils n'ont même pas fait cela au reste de la Russie, mais ils l'ont fait à la Crimée. Ils le feront immédiatement pour l'Ukraine. Dès qu'ils perdront l'Ukraine, ils imposeront effectivement des sanctions. Donc à moins que nous voyions des sanctions contre l'Ukraine, nous savons qu'ils pensent qu'elle n'est pas encore perdue. Oui, mais c'est ainsi que vous avez mentionné être bon pour vendre. Regardez ce qu'ils font en Géorgie. Que s'est-il passé là-bas? Ils imposent également des sanctions après cette loi qu'ils ont poussée sur les ONG, même si c'est une loi très raisonnable. Mais regardez ce qu'ils ont dû faire. Du jour au lendemain, vous montrez beaucoup de gens protestants, disant « Oh, voici les vrais Géorgiens ». Et puis vous continuez à répéter aux nouvelles que le Premier ministre est en fait une marionnette de Poutine. Donc voici les vrais Géorgiens, voici la marionnette. Et maintenant, nous allons leur imposer des sanctions pour les sauver. Vous savez, aller au Venezuela, en Géorgie, peu importe où vous allez, c'est toujours le même scénario. C'est toujours la même chose. Mais la Géorgie est un bon exemple.
parce que j'ai parlé l'autre jour avec Lasha Kasradze, et il m'a dit que la majorité de la population en Géorgie n'y croit tout simplement pas. Ils ont changé. En 2008, ils croyaient qu'ils pouvaient faire partie de l'OTAN, etc. Et puis, tout est arrivé. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, ils n'y croient tout simplement plus. Donc la Géorgie a en quelque sorte eu un changement mental. Cela ne signifie pas qu'ils sont devenus pro-russes. Ils n'osent pas. Mais ils sont devenus beaucoup plus méfiants quant à être utilisés comme des chiens d'attaque et sacrifiés dans le processus. Une grande partie de la population géorgienne, selon Lasha, comprend cela aujourd'hui. Ils ont donc eu ce changement de mentalité. La question est alors, comment faire en sorte que cela se produise aussi en Ukraine, afin d'apaiser ce désastre? Oui, non, je suis d'accord. Et je pense que c'est pourquoi ils s'inquiètent de plus en plus d'être des Kurdes européens. Effectivement. C'est ce qu'ils ont fait avec les Kurdes pendant la guerre en Irak. Ils leur ont promis tout, les ont fait se battre pour eux, et quand ils n'en avaient plus besoin, ils se sont retirés. C'est ainsi que les empires ont toujours combattu. Vous ne voulez pas vous battre avec vos propres gens. Vous vous battez avec d'autres. Comme l'a dit Mark Twain, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Une partie de cela est presque identique. C'est de la stratégie et de la logique. C'est ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Mais je dirais qu'il pourrait ne pas être possible ou idéal pour les États-Unis de continuer ainsi. Vous avez mentionné que l'économie américaine était en plein essor. Oui, certains secteurs comme les fabricants d'armes sont définitivement en plein essor. Mais aux États-Unis, d'énormes problèmes économiques se profilent. Je pense que beaucoup de choses sont retenues parce que c'est la période des élections, mais une énorme crise se prépare dans le secteur bancaire. Ils vont avoir beaucoup de problèmes économiques à l'avenir. Et je pense que c'est l'un des défauts de la logique lorsque Stoltenberg ou ses dirigeants américains continuent de dire « Oh, écoutez, pour seulement un petit pourcentage de votre budget de défense, vous pouvez détruire ou affaiblir la Russie en tant qu'adversaire stratégique. » Oui, correct dans une certaine mesure, mais c'est aussi une obsession de tout mesurer uniquement en PIB. Beaucoup de gens avec qui je parle dans ce pays soutiennent qu'il était peut-être une bonne idée d'utiliser les Ukrainiens pour affaiblir la Russie. Mais regardez les implications plus larges. Maintenant, la Russie réoriente son économie vers l'Est. Cela permet à la Chine de développer une infrastructure économique alternative, multipolaire. Le reste du monde se dirige maintenant vers elle. Cela entraîne un découplage des technologies et des industries américaines. Vous voyez la dédollarisation. C'est quelque chose qui aurait été rejeté il y a quelques années. Maintenant, ça devient une véritable préoccupation. La Malaisie va également se joindre. Ils perdent des partenaires stratégiques maintenant. Les BRICS en particulier inquiètent les Américains. L'idée de maintenir le conflit avec la Russie, tout en voulant se concentrer sur l'Asie, est problématique. Ils poussent tous leurs adversaires ensemble, et quelque chose doit céder. L'objectif était de mettre les Russes hors jeu, puis de s'attaquer aux Chinois. Ils voulaient tout obtenir. Mais si cela ne fonctionne pas, et je pense que cela ne fonctionne pas, le coût économique pour les États-Unis sera immense. C'est pourquoi je suis tellement inquiet, parce que tout cela est rationnel et raisonnable. Vous et moi pouvons le comprendre. Pour vous et moi, cela n'a aucun sens. Mais ces gens pensent en noir et blanc et surestiment énormément leur propre pouvoir. Cela les conduit toujours à faire des choix très mauvais et sanguinaires. Tant qu'ils n'auront pas perdu le pouvoir politique, ils continueront à plaider pour cela. Le problème avec leur pouvoir politique, c'est que ce n'est pas seulement l'un des deux partis. Ce sont les deux partis et l'administration qu'ils capturent à certains endroits.
Oui. Et c'est aussi pourquoi je pense, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement un grand plan maléfique derrière tout. Tout est calculé aux États-Unis, parce que je pense qu'il est plus probable que personne ne soit plus aux commandes. Ou du moins, il y a trop d'intérêts particuliers tirant dans des directions différentes. C'était l'un des problèmes en Afghanistan d'ailleurs. Cette idée a été renforcée hier parce que Alexander Mercouris et moi avons eu une discussion avec le professeur Theodore Postol, dont nous avons parlé avant cet enregistrement. C'est un ingénieur nucléaire du MIT. Mon monde vient de s'effondrer. Mon monde vient de s'effondrer. Oui. Le monde s'est effondré. C'est un mauvais présage. Mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que cet expert en missiles du MIT a également un énorme bagage du Pentagone. C'est assez intéressant parce qu'il demande toujours des conseils à des personnes comme Michael McFaul, qui sont au cœur de la promotion des politiques de défense antimissiles. Son principal argument est que lorsqu'il parle aux élites politiques, la plupart d'entre elles ne savent pas ce qu'elles font ou disent. Même lorsqu'il a été interrogé par des personnes comme Michael McFaul, qui était le principal promoteur de la défense antimissile, elles étaient très confiantes en expliquant pourquoi elles ne pourraient pas négocier avec les Russes ou comment le système devrait être. De ces questions, il a réalisé qu'elles ne savaient pas de quoi elles parlaient et ne comprenaient rien à cette technologie. Il a dit que cela s'était dégradé au fil des ans, surtout au cours des 30 dernières années. L'expertise parmi les dirigeants a tout simplement disparu. Quand ils communiquent avec des slogans et des phrases accrocheuses, ils semblent aussi penser en slogans et phrases accrocheuses. Ils communiquent moins avec des experts et s'appuient davantage sur l'idéologie. Il vient de dire que l'incompétence était le principal problème. Donc de toute façon, je crains que ce soit un problème clé. Il n'y a plus beaucoup de réflexion rationnelle. Plutôt, je pense que l'intérêt économique est un moteur énorme. C'était aussi l'argument de George Kennan vers la fin de la guerre froide. Il a souligné que si l'Union soviétique devait sombrer dans la mer demain et que la guerre froide devait se terminer, nous devrions réinventer un nouvel ennemi. Cela est dû au fait que nos industries, notre économie et notre système politique reposent désormais sur ce conflit. Vous pouvez le voir dans la quantité d'argent que possèdent les fabricants d'armes et combien ils gagnent. Presque tous les politiciens américains de premier plan siègent au conseil d'administration d'une entreprise comme Raytheon ou un autre sous-traitant militaire. S'ils ne le sont pas, ces fabricants d'armes financent les think tanks. Chaque leader politique américain a un titre ou une position dans l'un de ces think tanks. Ainsi, tout l'argent leur revient. C'est tout le système économique et politique qui a été construit. C'est un héritage de la guerre froide. Et c'est pourquoi c'est si problématique. La Russie et la Chine ne peuvent pas gagner contre le militarisme aux États-Unis par des moyens militaires, car cela ne fait que créer une boucle de rétroaction qui soutient tout le système. Je ne sais pas comment résoudre cela, car ce dont vous avez besoin pour priver ces gens d'oxygène, c'est la paix. Ensuite, vous avez les arguments pour les priver de l'argent dont ils ont besoin pour continuer. Mais même cela n'a pas fonctionné pendant la période post-guerre froide. Si vous utilisez des moyens militaires, vous ne faites que nourrir ce monstre. Oui, mais il n'y a pas de paix. Il y a eu trop de propagande. Nous avons renommé la paix. De nos jours, la paix signifie que nous avons besoin de plus d'OTAN. La paix de l'OTAN signifie plus d'OTAN, ce qui signifie plus d'armes. Regardez Orban aujourd'hui. Pour moi, c'est un énorme choc. Regardez ce qui s'est passé avec l'Union européenne. La Hongrie détient une présidence tournante du Conseil européen. Donc Orban est allé en Ukraine, en Russie, en Chine, puis aux États-Unis pour rencontrer Trump. Il parle à toutes les parties pour comprendre les possibilités de paix.
Comment l'UMEM a-t-elle réagi? D'abord, ils l'ont évidemment condamné, disant que c'était pro-russe. Ensuite, ils punissent maintenant la Hongrie. Il est possible d'avoir ces politiques insensées où la diplomatie et les négociations sont criminalisées simplement parce que nous avons aussi des médias complètement pourris. C'est à quel point les bellicistes sont puissants. Ils sont incroyablement puissants. Mais regardez les médias. Lisez n'importe quel article sur Orban maintenant, sur la visite et pourquoi il a été puni, où il est allé en Russie et en Chine. Ils omettent la partie sur l'Ukraine. Maintenant, demandez-vous, quand vous voyez ces journaux, pourquoi mentionnerait-on qu'il est allé à Moscou mais pas à Kiev? Pourquoi soulignerait-on qu'il a rencontré Poutine mais pas Zelensky? Pourquoi un journal omettrait-il cela? C'est évident parce qu'ils le vendent comme pro-Poutine. Il va chez son maître à Moscou et à Pékin, et ce sont les méchants. Et bien sûr, si vous mentionnez qu'il est également allé en Ukraine, parce qu'il faut parler aux deux parties si vous voulez la paix, cela ne correspond pas à leur récit. Donc, il n'y a pas d'argument rationnel pour cette politique de guerre insensée et cette propagande. Ils omettent simplement des choses maintenant. Il n'y a plus d'arguments rationnels pour eux, mais il est rationnel pour les bellicistes ou le système conçu pour produire la guerre de se faire cela à lui-même, parce qu'il est conçu pour produire la guerre. La question pour les Russes est: comment percer cela? Comment briser la logique si la force elle-même l'alimente en réalité? Eh bien, c'est la question principale, je pense, si les Russes veulent pousser pour la paix. Ma question a toujours été, vont-ils directement vers les Ukrainiens ou vers les Américains? Je penche toujours vers les Américains, parce que c'est là que se prennent les décisions. Et ils ont eu une influence significative sur l'Ukraine depuis 2014. Mais si les États-Unis n'ont pas les incitations, ils ne se battent pas avec leurs propres hommes et ils n'ont aucun intérêt direct. De plus, si vous maintenez la guerre, l'OTAN prospère. Si la guerre se termine défavorablement, l'OTAN pourrait faire face à une énorme crise. Alors pourquoi mettriez-vous fin à la guerre? Je commence à penser que ce n'est plus possible non plus par les États-Unis. Cela doit passer par l'Ukraine. C'est pourquoi c'est un conflit très difficile à résoudre. Je ne pense pas qu'il puisse être résolu. Je ne pense pas que les Russes aient beaucoup d'options restantes. Le slogan que nous avons tous appris à répéter est « Oh, quand la Russie quitte l'Ukraine, la guerre est finie ». Mais ce n'est pas vrai. La guerre a commencé en 2014 avec le coup d'État. C'est pourquoi il est très difficile de contredire cela. Vous pouvez être accusé de faire le jeu de Poutine, mais ils savent que s'ils quittent l'Ukraine, l'OTAN interviendra. Nous leur disons cela presque chaque semaine. S'ils voient cela comme une menace existentielle, ils ne peuvent pas partir. Cette guerre est présentée comme tout ou rien. Ils doivent soit résoudre le problème de l'expansion de l'OTAN à leurs frontières, soit tout perdre. Comme l'a dit Poutine, l'histoire millénaire de la Russie pourrait prendre fin. Pour eux, c'est tout ou rien. Quand vous avez affaire à la plus grande puissance nucléaire du monde, ce n'est pas une bonne situation pour mettre votre adversaire. Mais nous avons quelques options de notre côté. Cela doit venir de l'Occident ou de l'Ukraine. J'espère vraiment qu'à la fin, certaines personnes à Kiev, Moscou et peut-être Bruxelles freinent, surtout en Occident. Mais je ne le vois pas. Merci beaucoup pour cette discussion, Glenn. Je voulais vraiment en parler, donc j'apprécie que tu aies pris le temps. Tout le monde, veuillez suivre Glenn Diesen sur sa chaîne YouTube. Écris-tu aussi? Y a-t-il un compte Twitter sur lequel les gens peuvent te suivre? D'autres endroits où te suivre? Oui, j'ai Substack, Twitter et YouTube, tous ces services.
Et vous le verrez également de retour sur cette chaîne. Glenn Diesen, merci beaucoup. Merci. Si vous appréciez Last New Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.